Plaisir de présider à présent cette dernière session d'une journée qui est donc particulièrement dense sur donc, cette question des politiques migratoires et cette dernière session qui est dédiée à des acteurs extrêmement importants, comme vous le savez, dans la question des migrations, qui sont précisément les acteurs non étatiques. Et je vais donc tout de suite donner la parole à Aurélie Ponthieu. Aurélie Ponthieu, qui est donc à une formation dans l'action humanitaire, le droit international, qui est quelqu'un qui travaille depuis le milieu des années 2000 pour Médecins sans frontières, qui a fait énormément de terrain, tout d'abord dans des pays en crise, comme au Tchad, et bien d'autres dont j'essaie de me souvenir, et j'essaie également de retrouver la notice qui évidemment m'échappe. Oui, donc qui a donc fait énormément de terrain au Niger, au Soudan, au Tchad, en Colombie, à Haïti. Donc vous voyez des régions extrêmement diverses du monde. Et depuis donc 2011, Aurélie Ponthieu travaille comme spécialiste sur les questions de déplacement de population pour le siège de Médecins sans frontières à Bruxelles. Et donc son domaine d'expertise est avant tout la migration forcée et l'impact humanitaire des politiques d'asile et de migration. Je lui donne donc la parole pour une intervention intitulée « L'impact de la mixité des flux migratoires sur les politiques d'accueil et de contrôle aux frontières, l'expérience de Médecins sans frontières ». Aurélie, vous avez une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Je voudrais d'abord remercier le Centre de civilisation pour avoir invité MSF à participer à cette conférence très intéressante. Et donc voilà, pour terminer la journée, voilà, on est très heureux de pouvoir contribuer à ce débat et participer en partageant notre expérience aux frontières externes de l'Union européenne. Juste pour commencer, évidemment, Médecins sans frontières, donc on est une organisation d'urgence. Nous offrons des soins médicaux et de l'aide humanitaire dans des régions qui sont affectées par des crises. Et donc on pourrait évidemment se poser la question pourquoi Médecins sans frontières est opérationnel aujourd'hui en Europe. Donc, eh bien, c'est pas une nouveauté, donc c'est pas du tout lié à la situation de 2015. On a commencé à offrir des soins de santé pour les demandeurs d'asile et les personnes qui arrivaient par voie maritime à la fin des années 90. Notre première intervention sur l'île de Lampedusa date de 2002. Et donc voilà, on peut juste constater que depuis cette époque, nous avons déployé encore plus d'opérations, encore plus d'équipes. Et évidemment, c'est en lien avec une détérioration de la situation ces dernières années. Donc je vais me concentrer évidemment sur nos interventions en Europe. Donc voilà, c'est une carte des routes migratoires qui, comme vous pouvez le voir, ne vont pas toutes vers l'Union européenne, comme l'Union européenne pourrait le croire parfois. Et nous, donc, on travaille évidemment dans des régions qui sont affectées par d'autres crises de déplacement. On a des opérations, par exemple, en République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, etc. Mais on a déployé des opérations un peu particulières qui ont un volet plaidoyer et positionnement beaucoup plus important au niveau de l'Union européenne. Et donc on est positionné le long de ces routes qui sont aux frontières externes de l'Union européenne. Donc on a des projets en Afrique du Nord, on a des projets en Libye, on travaille dans les centres de détention dans la région de Benghazi et dans celle de Tripoli. Jusqu'à récemment, on avait encore des activités en Tunisie qui ont été suspendues cette année. Et puis on travaille aussi en Égypte, où on offre des soins aux personnes qui sont victimes de violences et de torture au Caire, et aussi de l'assistance humanitaire dans les stations de police où les personnes qui essayent de quitter l'Égypte par bateau sont maintenues en détention. Et donc c'est des opérations qui sont dans un contexte très difficile en termes de positionnement public, parce que évidemment c'est des autorités qui sont plutôt difficile pour Médecins sans frontières, donc on a peu la possibilité d'en parler. Et donc on parle beaucoup plus des activités qu'on a à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on a aujourd'hui des projets en Grèce,
à Samos et Lesbos, sur les îles de la mer Égée, et à Athènes. On travaille aussi en Italie, en Sicile, et puis on a une clinique pour les victimes de torture à Rome. Et on travaille en Serbie. On a aussi des projets en France et en Belgique. Et on vient de terminer une intervention en Suède, donc voilà, dans des pays qui sont des pays de destination et qui ont notamment normalement plus de ressources pour répondre aux besoins médicaux. Mais il y a un vrai problème en termes de soins de santé mentale. Ce n'est pas du tout une priorité aujourd'hui pour les États et on a cette expertise, notamment dans les conflits, et qui est une expertise qui est aujourd'hui intéressante pour le système d'accueil dans ces pays. Voilà, donc quelques photos de nos activités. Donc on travaille principalement sur les premiers arrivés. Donc on offre des soins de santé mentale, de l'assistance humanitaire aux personnes qui arrivent par voie maritime. Et évidemment, on avait aussi, donc depuis 2015, on a une intervention de sauvetage en mer qui a été très médiatisée et assez nouvelle en fait pour Médecins sans frontières. C'était la première fois qu'on se lançait vraiment dans le sauvetage en mer. Et on a porté secours à plus de 75 000 personnes depuis 2015 et on continue aujourd'hui avec une équipe sur le bateau de SOS Méditerranée qui est toujours en mer. Donc voilà, j'aimerais concentrer ma présentation sur les personnes qui arrivent par ces voies irrégulières maritimes et qui traversent les frontières externes pour arriver en Sicile ou en Grèce. Parce que comprendre le parcours de ces personnes est très important. Et il n'est pas assez étudié aujourd'hui, il n'est pas assez compris. Et ce manque de compréhension a un impact sur les politiques qui sont dessinées pour répondre aux flux migratoires. Donc d'abord, on voit qu'évidemment, selon les routes d'entrée vers l'Union européenne, on a des personnes de nationalités différentes. Donc on a vraiment une mixité de ces personnes qui viennent d'origines de pays différents, mais aussi des nationalités qui changent d'une année sur l'autre. Donc on n'a pas des nationalités fixes sur une route ou l'autre. On voit qu'au fil des mois et au fil des années, on voit ces profils de nationalités changer. Donc par exemple, cette année, on a vu au début de l'année l'augmentation des personnes d'origine africaines, subsahariennes arriver sur les îles de la mer Égée, alors qu'auparavant, on avait principalement des personnes syriennes, ou irakiennes ou afghanes. En Serbie, où on travaille aussi, on va plus avoir des personnes d'origine afghane. Et beaucoup moins de Syriens. Donc ça dépend vraiment des contextes. Et aujourd'hui, à Lesbos, par exemple, on a de nouveau eu un shift de ces nationalités. Et on a principalement aujourd'hui des Irakiens et des Syriens, notamment beaucoup de familles. On a de 40 à 60% de femmes et d'enfants qui arrivent aujourd'hui. Donc de nouveau, on voit ce changement qui est perpétuel de nationalité en fonction évidemment des situations dans les pays d'origine, mais aussi des routes, des passeurs qui offrent certains services, qui les interrompent pour des raisons de contrôle aux frontières, etc. Donc des nationalités mixtes qui varient, mais aussi des raisons de fuite qui sont mixtes. Donc on voit des personnes qui ont tous des histoires très différentes et des raisons de continuer le parcours qui varient aussi au fil du temps. On a des personnes qui ont quitté leur pays pour une raison et qui au fil du temps vont continuer leur parcours pour d'autres raisons. Et donc on voit aussi une vulnérabilité exacerbée le long des parcours migratoires, notamment à cause du fait qu'il n'y a pas de voie sûre et pas assez de voies légales pour migrer ou obtenir l'asile en Europe. Et donc on voit des personnes qui n'étaient peut-être pas forcément vulnérables le jour de leur départ de leur pays d'origine, devenir extrêmement vulnérables au fil du parcours. Ça c'est vraiment très important pour la prise en charge de leurs besoins à l'arrivée en Europe. Il y a aussi une mauvaise information, je pense, ou peut-être une mauvaise volonté d'étudier ces parcours de la part des personnes qui sont en charge de créer ces politiques aux frontières. Parce qu'en fait, on présente toujours ces mouvements comme étant linéaires, qui viennent d'un point A à un point B. Quand on regarde ces cartes, on voit des flèches qui vont dans un sens. Et en fait, la réalité de ces mouvements, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui montrent cette fragmentation de ces parcours, qui sont des mouvements extrêmement complexes.
Et on voit des personnes, selon les routes, qui vont voyager pendant des périodes extrêmement longues. Sur la route de l'Est, donc qui va entre la Turquie et la Grèce, qui continue à travers les Balkans, on a des personnes certaines personnes qui voyagent très rapidement, donc, qui vont quitter leur pays et en quelques semaines vont se retrouver en Europe. D'autres, notamment les Afghans par exemple, ou les Iraniens, qui vont voyager pendant plusieurs mois. Et ça a un impact sur les besoins à l'arrivée, sur leur expérience aussi migratoire. Sur la route centrale qui va donc par la Sicile, là on a vraiment des profils de personnes qui ont voyagé extrêmement longtemps, donc la moyenne c'est entre 6 mois et 1 an. Et donc on voit aussi que les parcours sont très différents. Les politiques aujourd'hui ne prennent absolument pas en compte cette réalité et pensent qu'on peut interrompre les flux en se concentrant soit sur le point B, soit sur le point A. Alors qu'en fait, on a qu'il y a toute une fragmentation des voyages, il y a des interruptions, il y a des retours en arrière, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et cette mauvaise compréhension de ce phénomène a un impact important, notamment sur l'accueil à l'arrivée, puisque les États européens continuent à croire à ces effets d'attraction, pull factor, et donc pensent que si les conditions à l'arrivée ne sont pas très bonnes, si on retire certains avantages sociaux, certains bénéfices, comme par exemple le regroupement familial, on va pouvoir empêcher ces personnes d'arriver. Ce qui est pas du tout démontré par les études qui sont publiées aujourd'hui, parce qu'on voit qu'ils ont, la plupart des gens ont très peu de connaissances des conditions à l'arrivée et très peu de compréhension des systèmes de régularisation à l'entrée dans l'Union européenne. Donc voilà, et aussi ces mouvements sont principalement des mouvements forcés. Donc on voit, malgré cette idée que certaines nationalités ne sont pas des réfugiés, par exemple, personnes qui partent du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, en fait on voit que beaucoup de ces personnes en fait, fuient la violence. Donc on a, malgré cette perception d'être non réfugiés, donc cette dichotomie entre les migrants économiques et les réfugiés, on voit que la réalité est bien différente en fait quand on se penche vraiment sur les situations individuelles. On voit énormément de personnes qui fuient des violences tribales, des violences religieuses, ou qui ont vécu des problèmes intrafamiliaux qui ne sont pas forcément considérés comme des persécutions au titre de la Convention sur les réfugiés, mais qui ont des vraies raisons de fuir. Et voilà, donc c'est évidemment un point important. Et puis évidemment, il y a le passage en Libye qui change énormément la donne pour ces personnes, puisque la majorité des personnes que nous on sauve en mer, en fait, ils ne voulaient pas aller en Europe. La plupart, en fait, voulaient travailler en Libye. Certains y vivent depuis des années et sont forcés de quitter le pays. Et donc on voit que c'est de nouveau un mouvement forcé. Et donc évidemment, ils ne quittent pas leur pays d'origine, ils quittent un pays tiers, ce qui a une implication sur leur demande d'asile à la suite. Mais on voit évidemment l'impact du passage en Libye sur l'expérience de trauma. On voit énormément de violences sexuelles, des conditions de détention qui sont atroces, des mauvais traitements, de la torture. Et donc ça, de nouveau, va avoir un impact sur leur habilité forcément à rester en Libye, donc ils fuient ce pays, mais aussi leur habilité future à retourner chez eux. Parce qu'évidemment, ils arrivent dans des conditions très difficiles et ils ont des besoins très complexes à l'arrivée. Donc voilà, notre contexte d'intervention aux frontières, évidemment, il est lié aux politiques qui ont été décrites par le panel précédent. Donc on voit évidemment une politique migratoire et d'asile qui aujourd'hui se concentre sur la dissuasion. Donc c'est vraiment le maître mot de cette politique qui vise à bloquer les personnes aux frontières dans un but de dissuader d'autres personnes de venir. Donc vous voyez les points principaux de l'agenda sur la migration qui a été adopté par la Commission européenne. Donc il y a cette idée qu'on va dissuader les gens, on va réduire ces facteurs d'attraction pour empêcher des flux futurs. On a ces hotspots à l'arrivée, donc cette idée qu'on peut faire un triage des besoins pour faciliter le retour, faciliter l'accès à une protection internationale, dans un but aussi évidemment de garantir la sécurité de la frontière avec l'identification, la prise d'empreintes, etc.
Souvent, on a aussi un usage important de la détention, notamment en Grèce, un peu moins en Italie, mais en Grèce, c'est un problème très important qui n'est pas nouveau, qui a toujours été une pratique des autorités grecques, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des personnes mises en détention dès l'arrivée. Et évidemment, les personnes qui arrivent dans le cadre du deal entre l'Union européenne et la Turquie donc, sont bloquées sur les îles et ont une restriction de liberté de mouvement. Ils sont obligés de rester sur ces îles. Et certaines personnes s'y trouvent depuis 1 an et demi, depuis l'adoption du deal. On voit évidemment aussi que les mouvements secondaires sont interdits, donc le transit donc, à travers les pays de l'Union européenne est empêché par des barrières, par la militarisation des frontières, mais aussi par une criminalisation des mouvements. Et donc ça a vraiment des conséquences importantes en termes de besoins humanitaires. Donc on voit des personnes qui sont déjà vulnérables à l'arrivée, parce que c'est principalement des personnes qui ont fui la violence, que ce soit la violence dans le pays d'origine ou la violence en Libye. On voit vraiment une prévalence de l'expérience traumatique très très importante et qui ne sont pas correctement identifiées à l'arrivée. Donc évidemment, puisque l'objectif principal de la politique est de dissuader, il y a très peu d'efforts qui est mis à identifier les personnes vulnérables et à les orienter vers une procédure d'asile. Et donc l'exemple principal aujourd'hui, c'est la situation sur l'île de Lesbos, par exemple, je vais y revenir par la suite, où on voit une utilisation des ressources principalement pour des raisons de sécurité et de contrôle des frontières et de dissuasion, et beaucoup moins pour l'assistance, l'identification et l'accès à la protection internationale. On voit aussi se développer toute une série de violences aux frontières, même à l'intérieur de l'Union européenne, qui est directement liée à cette politique de dissuasion et qui n'est aujourd'hui très peu condamnée par les gouvernements européens. Et donc évidemment un risque important de refoulement, parce que sans une bonne procédure d'identification des personnes vulnérables et des personnes en besoin de protection, le risque d'être retourné dans son pays d'origine ou dans un pays tiers tel que la Turquie reste très important. Et évidemment, même si l'objectif du deal entre l'Union européenne et la Turquie était soi-disant de mettre les passeurs hors l'état de nuire, aujourd'hui, les seules possibilités d'entrée qui restent sont toujours avec des passeurs et malgré tout, ils continuent de s'enrichir sur le dos des personnes vulnérables. Donc on fait face à une politique de fermeture. Donc oui, évidemment, depuis l'adoption de ces stratégies, donc soit avec la Turquie ou récemment avec la Libye, on voit une diminution du nombre d'arrivées. Et donc il y a une diminution significative des arrivées par voie de mer en Grèce. Depuis l'été, on voit aussi une diminution très très importante des arrivées vers l'Italie, avec de plus en plus d'interceptions par les gardes-côtes libyens. Donc, on estime plus ou moins qu'il y a 30 à 33% cet été de personnes qui ont essayé de quitter la Libye, qui ont été retournées en Libye par les gardes-côtes libyens. Évidemment, ce ne sont que des estimations, parce qu'on n'a que les personnes qui ont tenté la traversée, dont on sait qui ont tenté la traversée, donc ceux qui sont soit arrivés en Sicile, ou qui ont été interceptés par les gardes-côtes libyens et dont on connaît le sort. Mais on ne sait pas combien de personnes ont fait la traversée et ont été retournées. Donc évidemment, ça pose beaucoup de questions, puisqu'on connaît les conditions en Libye. Nous, on travaille dans quelques centres de détention qui sont les centres officiels. Il y a encore plein d'autres endroits où les personnes sont maintenues en détention. Et on est vraiment sur des pratiques d'une cruauté sans pareil. Et donc, moi, j'ai suivi la Libye depuis 2011, j'y suis allée plusieurs fois, et ce qu'on voit, c'est vraiment une détérioration d'un système qui était déjà d'une cruauté très très élevée au temps de Kadhafi, et aujourd'hui on voit se développer tout un système d'exploitation lié à la détention, à ses retours, qui est extrêmement inquiétant. Et évidemment l'Union européenne qui participe à ce système en donnant des ressources pour les interceptions, en empêchant les opérations de sauvetage en mer de continuer. Donc on a eu une forme de criminalisation des acteurs qui opéraient en mer. Et évidemment avec le risque qu'à long terme, ce qui était déjà un système inhumain, avec quand même une sortie qui était la sortie vers la mer, qui est à la fin
la finalité du passage à travers ces centres de détention était quand même une sortie par la mer, aujourd'hui n'existe plus ou est très limitée. Et donc on voit évidemment dans ces centres des personnes vulnérables, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, et on note une violence sexuelle très très importante contre les femmes dans ces camps qui sont des camps, et on ne connaît que les camps officiels parce que c'est là qu'on travaille, mais on imagine encore une situation pire dans les camps non officiels. Donc voilà, malgré cette diminution des flux qui sûrement va être temporaire parce que rien n'a été résolu à la source de ces flux, on voit malgré tout une augmentation des arrivées sur les îles grecques en ce moment, avec des conditions d'accueil qui sont encore plus dégradées qu'auparavant. Et donc on a aujourd'hui à peu près, par exemple à Lesbos, 100 à 150 personnes qui arrivent par jour, principalement des personnes qui arrivent donc directement de Syrie et d'Irak, qui viennent de zones qui étaient avant occupées par Daesh, et qui donc arrivent dans des conditions déjà sanitaires très très détériorées, avec ce nombre important d'enfants. Et donc aujourd'hui, la situation à Moria, donc c'est le hotspot de Moria, est complètement chaotique. Donc vous voyez les capacités d'accueil. Donc les centres de Moria accueillent officiellement 2330 personnes, et encore ce n'est même pas au standard humanitaire, hein. C'est vraiment la capacité officielle, mais on est loin des standards humanitaires pour accueillir 2330 personnes. Et aujourd'hui, il y a pratiquement 5000 personnes qui sont à Moria, dont des femmes enceintes, des enfants. Et donc les personnes, parce qu'il n'y a plus d'espace, les personnes vivent dans des tentes ou vivent plusieurs jours même après l'arrivée à même le sol, sans aucun abri. Et il n'y a aucune préparation pour l'hiver. Donc je vous rappelle que l'année dernière, 6 personnes sont mortes d'intoxication en monoxyde de carbone à Moria. Et on s'attend à une situation similaire cette année, sauf que cette année, il y a encore moins d'acteurs présents, parce qu'il y a cette idée que la crise est terminée. Les fonds d'urgence européens ont été interrompus, les ONG quittent Lesbos et le reste des îles. Et la réponse aujourd'hui est aux mains des autorités grecques qui sont désorganisées, qui n'ont pas les ressources, pas le savoir-faire. Donc on est dans une situation extrêmement problématique aujourd'hui. Avec cette fermeture des frontières le long de la route des Balkans, on a pu voir une augmentation exponentielle de la violence aux frontières. Et donc on a vu, on a 60% de nos patients qui sont victimes de violences qui rapportent que les auteurs de cette violence sont des gardes-frontières de l'Union européenne, donc principalement des gardes-frontières bulgares, hongrois, croates, roumains. On a fait face l'hiver dernier à des traitements d'une cruauté sans pareil, avec des personnes qui étaient forcées de se déshabiller, d'être nues dans la neige, qui ont été piétinées par des dizaines de gardes-frontières, qui ont été humiliés, à qui on a jeté de l'eau froide, à qui on a volé les chaussures, et puis évidemment de la violence physique, des coups, des morsures de chiens. Donc ils enlèvent les muselières des chiens et ils jettent les chiens sur les personnes qui traversent. On a énormément de mineurs non accompagnés sur cette route, notamment des jeunes Afghans. Et 50% des mineurs qu'on voit aussi ont été victimes de violences. Donc il n'y a pas de sélection, tout le monde est traité à la même enseigne. Et donc on voit vraiment un lien de cause à effet entre cette fermeture des frontières et l'augmentation de la violence étatique. Pour revenir à l'exemple de Lesbos, on voit là, malgré cette diminution des arrivées qui pourrait répondre à cet objectif donc, de dissuasion de l'Union européenne, malgré cela, on voit en fait pas du tout une diminution des besoins, au contraire, une augmentation des besoins avec des besoins qui sont de plus en plus complexes et donc des situations qui prennent de nouveau un air de crise et d'une sévérité qui est très très importante. Donc nous, on offre des soins de santé mentale et des soins médicaux pour les victimes de violences et de tortures et de violences sexuelles à Lesbos. On a une clinique qui se trouve à l'extérieur du centre de Moria. Et ces derniers mois, on a vu vraiment une augmentation des cas sévères psychologiques. On a en moyenne 6 à 7 patients qui sont en tentative de suicide, ou bien qui s'automutilent et qui arrivent donc, en état d'urgence à notre clinique. On a dû référer plus de 61% de nos nouveaux patients, c'est en fait des patients qui sont psychiatriques, donc on voit une augmentation des cas de psychose,
des cas de dépression sévère qui nécessitent des soins psychiatriques, une médication, etc. Et à Lesbos, il y a un seul psychiatre sur l'île qui ne prend plus de nouveaux patients ou qui a un temps d'attente de 3 à 6 mois. Et donc voilà, on parle de personnes qui sont obligées de rester sur cette île où il n'y a pas du tout le minimum pour répondre à leurs besoins. La vulnérabilité aujourd'hui, donc à travers ce deal qui a été fait avec la Turquie, est aujourd'hui le seul accès à l'asile de certaines parties de ces populations de demandeurs d'asile. Donc par exemple pour les Syriens, seules les personnes vulnérables en fait ont la possibilité d'accéder à une procédure d'asile standard. Tous les autres qui ne sont pas vulnérables, donc pas vulnérables selon la loi, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas une femme enceinte, ou une personne sévèrement malade, ou une victime de violences sexuelles ou de torture, etc., doivent passer par cette procédure d'interview d'admissibilité, et donc faire la preuve qu'ils sont en danger en Turquie. Et en fait, cette procédure est hautement injuste, parce qu'il n'y a pas d'identification correcte de la vulnérabilité à l'arrivée. Donc évidemment, les personnes qui ont des vulnérabilités cachées, donc toutes les personnes qui ont été victimes de violences et qui ont un trauma, des troubles psychiques, etc., ne vont pas être reconnus à l'arrivée et vont devoir donc passer par cette procédure où ils ne vont même pas pouvoir expliquer leur histoire, pas expliquer pourquoi ils ont fui leur pays d'origine, mais juste essayer de démontrer qu'ils seraient en danger en Turquie, un pays qui pour la plupart ne connaissent pas. Aujourd'hui, on voit énormément de Kurdes arriver, et donc c'est évidemment un problème s'ils ne sont pas identifiés comme Kurdes et comme étant en vulnérabilité et qui doivent passer par cette procédure. Et donc voilà, donc les personnes arrivent dans cet entretien avec IASO, donc ça a été mentionné au niveau du hotspot, c'est le rôle de cette agence de soutien sur l'asile européen. Et en fait, la procédure de vulnérabilité pendant cette procédure qui est faite par IASO, en fait, est sur la base du dossier. Donc la personne ne voit même pas le case manager. Donc c'est sur la base de son dossier qu'on va évaluer si cette personne est vulnérable ou pas. Et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas été en amont identifiées comme vulnérables, qui n'ont pas eu la chance de voir un médecin ou un psychologue, ce qui est le cas aujourd'hui pour la plupart des personnes qui arrivent, parce qu'il y a un délai d'attente de 3 à 4 semaines pour voir un médecin après l'arrivée. Donc les gens vont d'abord voir IASO avant de voir un médecin ou un psychologue. Après, c'est une vraie bataille juridique pour essayer de faire reconnaître cette vulnérabilité, avec évidemment un accès à l'aide juridique qui est insuffisant. Il y a 12 avocats aujourd'hui à Lesbos, alors que chaque personne qui se trouve sur l'île a besoin d'aide juridique. Et on voit de plus en plus une réponse qui est basée principalement sur la nationalité, donc avec cette idée qu'on peut juger des besoins de protection et d'un potentiel statut de réfugié sur la base d'une nationalité plutôt que sur un assessment individuel des besoins. Donc on a des personnes qui sont systématiquement, du fait de leur nationalité, mises en détention à l'arrivée. Donc toutes les personnes qui viennent par exemple d'Afrique du Nord sont placées en détention immédiatement. Aujourd'hui, on voit les jeunes hommes qui arrivaient de Syrie aussi mis en détention à l'arrivée. Et donc ça a vraiment un impact sur la qualité de la procédure d'asile et sur l'efficacité et la justesse et l'équité de cette procédure d'asile aujourd'hui en Grèce. Donc quel rôle pour les acteurs non étatiques, et je vais bientôt terminer. Donc évidemment, je vous ai mis dans ce tableau, c'est les vulnérabilités détectées à bord du Prudence, qui était notre bateau de sauvetage en mer. Et donc vous voyez que on voit énormément de personnes vulnérables et en plus à bord de ce bateau on ne fait même pas d'identification proactive parce qu'il n'y a pas les conditions de confidentialité pour faire une détection proactive. Donc c'est que les personnes qui sont identifiées à travers la consultation médicale ou qui eux-mêmes viennent vers nous pour dire je suis une victime de torture ou je suis une victime de traite d'être humain. Et donc on a mis en place dans ces projets un système pour pouvoir référer les personnes vulnérables qui sont identifiées aux autorités, aux acteurs de protection. Évidemment, on donne une assistance médicale ou psychologique aux personnes qui en ont besoin, mais on donne aussi des certificats médicaux légaux pour les victimes de violences, notamment pour ceux qui ont encore des signes physiques de violence, pour les aider dans la procédure d'identification, dans la procédure d'asile et dans la procédure d'accueil aussi, parce qu'évidemment ces personnes ont besoin après d'un parcours adapté à leurs besoins individuels par la suite. On donne accès à l'aide juridique.
Pour la petite histoire, quand le deal avec la Turquie a été adopté, 2 jours après, le hotspot de Moria s'est transformé en centre fermé, donc ils ont fermé les portes. Et il n'y avait plus aucune procédure en place. Il n'y avait surtout pas d'accès à l'aide juridique, il n'y a pas de système pro bono pour l'aide légale en Grèce. Et donc, du jour au lendemain, ces personnes s'étaient retrouvées dans une procédure qu'ils ne comprenaient pas, sans aucun recours possible de faire appel, parce qu'il n'y avait pas d'avocat disponible. Et alors qu'ils ont 5 jours pour faire appel de la décision, quand on refuse leur admissibilité, donc quand on leur dit vous pouvez retourner en Turquie, ils ont 5 jours pour faire appel et ils doivent faire appel avec un avocat. Et donc voilà, MSF, on a financé des avocats à ce moment-là pour pouvoir prendre les appels des personnes qui étaient concernées par cette procédure. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec des avocats et donc nos patients, on offre à nos patients l'aide juridique qui est essentielle aujourd'hui pour empêcher des retours dangereux vers la Turquie. On offre des soins de réhabilitation pour les victimes de torture, il y a un nombre très important de victimes de torture parmi cette population, et ça c'est toutes fautes confondues. Et évidemment de la dénonciation, on a publié plusieurs rapports cette année sur notamment ces problèmes d'identification des vulnérabilités. On vient d'en publier un il y a quelques semaines sur l'urgence de santé mentale sur les îles grecques. Et puis on insiste aussi sur le rôle de la société civile, sur rendre un peu plus humaines ces politiques et le potentiel de mobilisation, notamment d'acteurs comme les groupes de volontaires, les citoyens européens qui sont mobilisés, qui ont été vraiment très efficaces en 2015 et qui ont été un changement majeur dans la gestion de ces flux migratoires. Et donc on travaille avec des volontaires, avec des acteurs locaux et qui constituent aujourd'hui une sorte de contre-pouvoir contre ces politiques. Et évidemment, on essaye de donner l'accès à la protection humanitaire le plus possible pour les personnes qui sont rejetées, qui ont leur procédure d'asile rejetée, qui existe de manière plus fréquente en Italie, mais qui est très très difficile en Grèce et qui est très peu utilisée. Et donc ça, c'est un vrai problème, par exemple, pour les victimes de torture, qui ne sont pas forcément reconnues comme réfugiés. Donc pour conclure, voilà ce qu'on voit nous aux frontières extérieures, c'est que ces politiques migratoires en fait sont la source principale des besoins médicaux et de besoins de protection. Donc on voit des personnes qui arrivent déjà vulnérabilisées, mais plus ou moins en bonne santé, en fait, se détériorer lors de l'arrivée en Europe et lors de leur séjour en Europe, qui est de plus en plus prolongé, parce qu'aujourd'hui on a une situation où les mouvements continuent, mais les personnes sont bloquées aux frontières. Et donc évidemment, on rentre en tension avec ces objectifs. Quand on offre des soins de santé mentale dans ce contexte, évidemment, on ne peut pas changer le contexte qui est autour de cette souffrance psychologique. Et donc la seule chose à faire, c'est de laisser les gens partir de ces îles et aller sur les territoires grecs où ils auront plus de chances d'accéder à une vraie procédure d'asile et surtout avoir accès à des soins de meilleure qualité que ce qui existe aujourd'hui sur les îles. Donc c'est un des points sur lesquels on insiste. Les objectifs de dissuasion sont en conflit direct avec les obligations des États d'offrir un accès à une procédure d'asile équitable et juste, et aussi à l'assistance, parce qu'il y a des obligations qui découlent des directives, notamment d'accueil, qui sont très claires, qui aujourd'hui ne sont pas respectées ni en Italie ni en Grèce, notamment pour les personnes les plus vulnérables. On a vu que les objectifs de retour étaient complètement irréalistes, et donc cette idée qu'on peut faire du triage des personnes, en fait, on voit que les politiques sont principalement basées sur des chiffres, donc sur l'objectif de faire diminuer les chiffres, et non pas sur une gestion de personnes humaines avec des droits individuels, avec des besoins. Et donc ça, c'est un vrai problème sur le développement de ces politiques. Et donc on voit qu'il n'y a pas d'analyse de risque humanitaire aujourd'hui dans cette gestion des flux, et Frontex fait des analyses de risque, mais qui n'ont absolument aucun lien avec la sécurité des personnes qui sont concernées par ces contrôles frontières. Et donc il serait peut-être temps, si on veut vraiment changer ces politiques et de pouvoir répondre aux obligations aujourd'hui des États, de remettre des indicateurs de succès qui sont aussi sur la sécurité des personnes et sur le respect des droits, qui est aujourd'hui complètement négligé dans ces politiques et dans les analyses de succès de ces politiques qui ne visent aujourd'hui qu'à diminuer le nombre de personnes qui arrivent. Merci beaucoup. Merci Aurélie Pontieux de ce contrepoint tout à fait essentiel à ce qui a pu aussi être dit
tout à l'heure sur la nécessité de sécurité des frontières extérieures de l'Europe, et donc aussi quelles sont les implications en termes humains, et on voit à quel point la situation est plus qu'alarmante. Je propose d'écouter tout de suite le deuxième exposé de cette session avant d'aborder les questions qui vous seront adressées ensuite. Et donc je donne tout de suite la parole à Dorota Heydrich et Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, qui sont toutes les deux maîtres de conférence à l'Institut des Relations Internationales de l'Université de Varsovie, et qui vont donc présenter à deux voix, ou une voix l'une après l'autre, j'imagine plutôt, donc une communication sur les modèles d'action des acteurs transnationaux dans le domaine des politiques migratoires en situation de crise, à l'exemple de l'activité d'Amnesty International. Vous avez la parole. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy organizatorom konferencji za zaproszenie do przedstawienia tego wystąpienia. Zostałyśmy poproszone o przeanalizowanie roli aktorów transnarodowych i ich wpływu na polityki migracyjne. I ja na początku przedstawię założenia teoretyczne, które przyjęłyśmy w naszej analizie, a później Justyna przejdzie do już podania wniosków, przebiegu naszego badania Amnesty International jako tego przykładu aktora transnarodowego i tego, co wyszło nam z przeprowadzonych badań dotyczących oddziaływania tegoż aktora na polityki migracyjne. Po pierwsze, ja bym chciała powiedzieć, że zastanawiając się nad tym tematem, miałyśmy problem, jak go ująć. My obydwie reprezentujemy dziedzinę stosunków międzynarodowych. W związku z tym zaczęłyśmy się zastanawiać, w jaki sposób można powiedzieć o aktorach transnarodowych, ogólnie o aktorach transnarodowych i ich wpływie na politykę migracyjną, politykę, która w kontekście kryzysów migracyjnych jest sferą niezwykle wrażliwą dla państw. I tak na dobrą sprawę myślę, że każdy, zastanawiając się nad tym, czy ten wpływ w ogóle jest, zdając sobie sprawę, kim jest aktor transnarodowy, aktor pozapaństwowy, no pewnie jest w stanie dojść do wniosku, że ten wpływ będzie ograniczany przez państwo, jako władza, która ma pewną, sprawuje jurysdykcję nad daną przestrzenią. Pierwszym założeniem teoretycznym, w związku z tym, którym musiałyśmy przyjąć, było założenie dotyczące tego, kogo badamy, czyli co to są aktorzy transnarodowi, gdzie szukamy tych aktorów transnarodowych, i postanowiłyśmy wybrać aktora transnarodowego jako pewien przykład w odniesieniu do konkretnych polityk migracyjnych. Dlaczego wybrałyśmy Amnesty International, to myślę, że zaraz z tego mojego teoretycznego wstępu i z tego, co powie Justyna później, będzie oczywiste, podobnie jak oczywistym stanie się, dlaczego będziemy mówić, a będziemy o tym mówić, o politykach migracyjnych Unii Europejskiej, rozumianej jako jeden podmiot prawa międzynarodowego, jeden aktor stosunków międzynarodowych, ale do tego też będziemy mówić o oddziaływaniu Amnesty International na politykę migracyjną Australii. Z kilku względów zdecydowałyśmy się na ten wybór. Więc jeżeli chodzi o to pierwsze założenie teoretyczne, zasadniczo aktor transnarodowy jest to podmiot pozapaństwowy, który tak definiujemy my to na potrzeby stosunków międzynarodowych, swobodnie przekracza granice państwowe. Czyli jego działalność nie jest z założenia ograniczana przez państwo. Oczywiście, ponieważ jest to aktor pozapaństwowy, to oczywistym jest, że państwo ma wpływ zarówno na jego powstanie, jak i późniejsze działania, ponieważ posiada jurysdykcję nad tym aktorem, którego miejsce rejestracji czy miejsce działania jest przestrzenią jurysdykcji państwowej. Specyfika działań aktorów transnarodowych może być bardzo różna. Zazwyczaj są to aktorzy, którzy albo działają dla osiągnięcia zysku, albo działają non-profit. Zastanawiając się nad tą tematyką, o której miałyśmy mówić, oczywiście wybrałyśmy aktorów, którzy na zysk nie są zorientowani w swojej działalności, i to są oczywiście przede wszystkim organizacje pozarządowe, chociażby tutaj przedstawiana w poprzednim wystąpieniu organizacja MSF. Są to różnorakie sieci wsparcia, ruchy społeczne, czyli tacy aktorzy, którzy przekraczają granice państwowe w swojej działalności, ale na zysk nie są zorientowani. I teraz drugim założeniem teoretycznym
jest podział aktorów transnarodowych, spośród których też musiałyśmy dokonać pewnego wyboru. To już są tylko ci, którzy są aktorami działającymi, nie są nastawieni na zysk. To jest taka typologizacja, którą zaproponował Peter Willets i on widzi wśród aktorów transnarodowych oddziałujących na podmioty państwowe, czyli przede wszystkim na państwa, ale też na organizacje międzyrządowe zakładane przez te państwa, jako 4 takie główne kategorie. To pierwsze są to organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym, czyli te International Non-Governmental Organizations. Drugie są sieci wsparcia, transnarodowe sieci wsparcia, można by tu dodać u nas używane w naszym wystąpieniu pod skrótem TNNS, czyli Transnational Activist Networks, komitety wspierające oraz sieci zarządzające. Ja myślę, że te pierwsze 2 kategorie, znaczy pierwsza jest zapewne Państwu znana, drugą zaraz jeszcze troszeczkę przybliżę, bo tym się zajmujemy w swoim wystąpieniu. Komitety to są takie struktury, które grupują aktorów pozapaństwowych we współpracy z aktorami państwowymi, na przykład w Radzie Europy taki komitet występuje łącznikowy dla organizacji pozarządowych, a sieci zarządzające to jest taka najbardziej luźna struktura. My się skupiamy na sieciach wsparcia, czyli właśnie tym, co nazywamy TAN, czyli Transnational Activist Network. I w tejże sieci umiejscawiamy organizację pozarządową, która jest typową organizacją międzynarodową pozarządową, Amnesty International. Ostatnim założeniem teoretycznym, które tutaj jest potrzebne do wytłumaczenia naszej analizy, i to jest tak naprawdę najważniejsza, mam wrażenie, część tego, co chcemy Państwu dzisiaj przekazać, jest zastosowanie tak zwanego modelu bumerangu, który został zaproponowany przez 2 autorki, Kaki Seeking w 1998 roku. Ten efekt próbuje w jakiś sposób ująć, gdzie są ci aktorzy pozapaństwowi, aktorzy transnarodowi. I to, co Państwo widzą na schemacie, to jest opisany efekt bumerangu. Mamy tutaj 2 państwa, państwo A i państwo B. Państwo A jest państwem, które tworzy pewną politykę i w ramach tej tworzonej polityki albo się sprzeciwia jakimś standardom czy normom postępowania, albo nie chce wprowadzać modyfikacji do swojej polityki, które te modyfikacje są konieczne, żeby zgodnie z tymi standardami postępować. No i na przykład mamy tutaj politykę migracyjną czy Unii Europejskiej, czy Australii. Mamy poważne naruszenia prawa międzynarodowego, zarówno w przypadku Australii, no może mniej widoczne, mniej takie ewidentne w przypadku krajów Unii Europejskiej, mówię tu o poszczególnych członkach Unii Europejskiej, ale one jednak też występują. To jest naruszanie podstawowej zasady prawa uchodźczego chociażby, czyli tej zasady, która też w poprzedniej prezentacji się pojawiała, co prowadzi do wydalania uchodźców, naruszenie zasady non-refoulement. I w związku z pewnymi naruszeniami, które się dokonują, czy z pewną niechęcią do zmiany polityki, mamy jakąś blokadę w postępowaniu państwa. Aktor transnarodowy, jeżeli są spełnione określone warunki, może próbować oddziaływać na to państwo i to oddziaływanie właśnie jest opisane jako taki pewien bumerang, znaczy co się dzieje. Organizacje pozarządowe, które Państwo widzą tutaj na tym schemacie pod państwem A, próbują oddziaływać na państwo A, żeby ona zmieniła swoją politykę. Ta organizacja pozarządowa może działać w ramach tego, co jest na zielono, czyli Transnational Activist Network. To nie działa. Na państwo A nie ma żadnego skutku to oddziaływanie, ponieważ państwo w ogóle ma kontrolę nad aktorem pozapaństwowym, jakim jest organizacja pozarządowa, która jest skupiona w tym większym ruchu wsparcia, w tej większej sieci wsparcia. W związku z tym odbywa się lot tego bumerangu w stronę organizacji, które zaczynają oddziaływać na państwo B. Wszystko jedno, jakie to jest państwo. To jest takie przyjęte przez nas, przez autorki i później przez nas założenie, które mówi, że jest w społeczności międzynarodowej inne państwo, któremu zależy na tym, na schemacie jest to państwo B, któremu zależy na tym, żeby wywrzeć nacisk na państwo A, tak żeby to państwo A zmieniło swoją politykę. I teraz ta analizowana przez nas Amnesty International, która jest częścią, większej sieci wsparcia, tego Transnational Activist Network,
powinna zgodnie z tym modelem próbować oddziaływać na inne państwa, które wpłyną na państwa niestosujące się do określonych standardów postępowania albo norm prawa międzynarodowego. Tam też w pewnym miejscu w tym schemacie na górze albo pod tą grubą strzałką pojawia się Intergovernmental Organization. To jest też taki możliwy wpływ ze strony aktora pozapaństwowego na organizację międzypaństwową, międzyrządową, która też wywiera presję na państwo A. I my żeśmy się zaczęły zastanawiać, czy ten model bumerangu jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, jakie są oddziaływania aktora pozapaństwowego, transnarodowego, sieci wsparcia, której częścią jest Amnesty International, na zmiany w politykach migracyjnych Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej i Australii. W ramach tego modelu, który jest zaproponowany przez Keck i Seeking, modelu bumerangu, przyjęte zostało, że aktor transnarodowy, jakim jest ta sieć wsparcia, międzynarodowa, transnarodowa sieć wsparcia, będzie prowadził będzie podejmował różne strategie, które będą mogły, i jeżeli efekt bumerangu zadziała, to faktycznie tak się stanie, że osiągną swój skutek na różnych poziomach związanych z funkcjonowaniem państwa. Strategie aktora transnarodowego mogą mieć charakter informacyjny, mogą mieć charakter symboliczny, mogą wywierać pewien wpływ na działanie aktora, albo mogą prowadzić do tak zwanej, do zastosowania działań, które mają na celu tak zwaną kontrolę odpowiedzialności. To w języku angielskim autorki nazywały control of accountability. Strategia informacyjna to jest po prostu gromadzenie informacji, które są przekazywane państwom, które powodują, że państwo może próbować zmieniać, czy chcieć zmieniać, czy może to wpływać nawet bez woli państwa na zmianę prowadzonej polityki. Strategia symboliczna jest to stosowanie pewnych symboli w swoich opowieściach przez organizacje międzynarodowe, czyli pozarządowe, czyli na przykład publikowanie różnorakich raportów, pokazywanie zdjęć, statystyk, ale też historii poszczególnych osób, konkretnych osób, których prawa są naruszane. Tutaj mówimy o kryzysach migracyjnych, więc to też myślę, że z poprzedniej prezentacji jasno wynikało, że do takich naruszeń dochodzi. Strategia wywierania wpływu oznacza włączanie w swoją działalność bardzo silnych aktorów, na przykład tego ze schematu państwa B, które będzie w stanie mieć wpływ na działalność państwa A. I strategia kontroli odpowiedzialności to jest zestawianie zobowiązań prawno-międzynarodowych państwa wobec tego, co państwo podejmuje. Te strategie mogą oddziaływać na różnych poziomach, tak jak powiedziałam, w odniesieniu do polityki danego państwa. To znaczy, albo jest tak, że to państwo, to jest pewna sekwencja w tych poziomach, jest to sekwencja, jest to 5 poziomów, które są ułożone sekwencyjnie. Czyli aktor transnarodowy będzie po prostu poinformowany o pewnych przez te określone strategie, które mogą występować wspólnie, ale mogą też występować oddzielnie w kampaniach aktorów transnarodowych. Będzie poinformowany, czyli to będzie ten pierwszy poziom, zostanie wywarty jakiś wpływ na działanie aktora. Ten wpływ może być albo zupełnie ogólny, albo może przechodzić do kolejnych poziomów, czyli oddziaływać na procedury, zmiany tych procedur, przyjęcie nowych procedur w danej polityce. Wreszcie może prowadzić do zmiany polityki prowadzonej przez aktora, tego kluczowego aktora, czyli w tym przypadku państwo, ale może też w ostateczności prowadzić do zmiany zachowania państwa. I teraz pytanie, które sobie stawiamy, i to tak naprawdę przechodzimy do clou tego, o czym chciałyśmy powiedzieć po zaprezentowaniu tych teoretycznych założeń, jest takie, czy faktycznie aktor pozapaństwowy może w ogóle wpływać na politykę prowadzoną przez państwo, w tym przypadku na politykę migracyjną czy imigracyjną w odniesieniu do przyjmowania osób, tych, które my żeśmy analizowały przypadki osób ubiegających się o ochronę, czyli nie zajmowałyśmy się migracjami o charakterze ekonomicznym, przynajmniej na etapie składania wniosków przez osobę, no bo oczywiście wynik tej procedury azylowej może być różny, natomiast zajmowałyśmy się tymi osobami, które twierdzą, że mogą ubiegać się o azyl, ubiegają się o ten azyl, czy o ochronę, szerzej mówiąc. I przekażę teraz głos koleżance, która już odniesie się do konkretów, powie Amnesty International o tym, dlaczego wybrałyśmy Australię i Unię Europejską i co z tego wszystkiego wynika. Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze dodać, że zastanawiałyśmy się właśnie nad tym, jak
ugryźć temat pod tytułem wpływ aktorów transnarodowych na polityki migracyjne. I badając ten temat, eksplorując ten problem, doszliśmy do wniosku, że Amnesty International jest najlepszym tutaj obszarem, podmiotem do badania. Dlaczego? No, ponieważ jest to rzeczywiście organizacja, która w naturalny sposób staje się liderem, jest rozpoznawalna, jest flagowym zwykle takim elementem sieci transnarodowych, sieci wsparcia. Łatwo przyjmuje tę funkcję. Ma za cel, stawia sobie przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka. Sama siebie też definiuje jako globalny ruch 7 milionów aktywistów i sympatyków zaangażowanych w jej działalność. Tak więc ma ten rzeczywiście transnarodowy element działalności. W związku z tym jest naturalnym podmiotem do badania, czy rzeczywiście tak duża organizacja, tak znana, może mieć wpływ na polityki migracyjne. No i w końcu Amnesty International, chociaż tutaj przede wszystkim koncentruje się na przeciwdziałaniu naruszeniom praw człowieka, no to w momencie, kiedy pojawiły się kryzysy migracyjne, to również stała się takim bardzo aktywnym uczestnikiem, obserwującym i zaangażowanym także w działania na rzecz przestrzegania obowiązujących norm praw człowieka przez Australię i przez państwa Unię Europejską jako taką w politykach imigracyjnych. W momencie, kiedy się pojawiły kryzysy migracyjne i pojawił się problem naruszeń osób próbujących się dostać najpierw do Australii, później gdy w podobnej formie się pojawiło to na terenie Europy, no Amnesty International udzielała głosu, była aktywnym także aktorem tych wydarzeń. Dlaczego z kolei rozszerzyłyśmy nasz obszar analizy na Australię także? W pierwszej kolejności myślałyśmy o Unii Europejskiej jedynie, ale potem stwierdziłyśmy, że Australia jest nam także tutaj potrzebna jako taki punkt odniesienia, ponieważ Unia Europejska patrzy na Australię, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki migracyjnej, zwłaszcza w stosunku do nielegalnych przekroczeń przez tak zwanych boat people. Ten termin także, jeżeli chodzi o Morze Śródziemne, nam się tutaj pojawia jako właśnie ten obszar najbardziej taki dramatyczny i związany z problemami humanitarnymi, których doświadczają migranci próbujący się dostać przez wody do Morza Śródziemnego, czy też w przypadku Australii przez akweny morskie właśnie do granic, do tych wymarzonych lądów. Stąd też doświadczenie Amnesty International już w zakresie monitorowania i zwracania uwagi na problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka w obszarze polityki migracyjnej Australii były. Więc Amnesty International naturalnie już miała wypracowane pewne schematy, mechanizmy działania. W momencie, kiedy się pojawił podobny problem w relacji państwa i przestrzegania praw człowieka osób próbujących dostać się do Unii Europejskiej. Stąd też próba zastosowania podobnej strategii, czyli Amnesty International stała się liderem transnarodowej sieci wsparcia wobec Unii Europejskiej i próbowała w ten sposób także wpłynąć na to, jak te polityki wyglądały. W efekcie co zrobiłyśmy? Zrobiłyśmy rzecz prostą, przyjrzałyśmy najbardziej oczywistą, przyjrzałyśmy, co Amnesty International komunikowało w tym czasie, kiedy był okres takiego wzmożonego kryzysu migracyjnego. Przeanalizowałyśmy aktywność Amnesty, oficjalną aktywność Amnesty od 1 września 2015 do 7 sierpnia 2017 roku, 2 lata
2 lata działania Amnesty. Przede wszystkim w jaki sposób Amnesty komunikowało, w jaki sposób Amnesty odnosiło się do problemów zgłaszanych czy to w Australii, a potem także w Unii Europejskiej. I przeanalizowałyśmy właśnie typy tych odniesień w stosunku do potencjalnych polityk zaproponowanych przez KKC King w swoim modelu bumerangu. I jak widzicie Państwo, tutaj przede wszystkim wezwania do działania, perswazyjny charakter przekazu był taki rzeczywiście wiodący. Wezwanie do podpisania petycji czy wyrażenia swojej opinii, która była kierowana bezpośrednio do liderów bądź rządów państw. Łącznie z takimi petycjami, które były podpisywane przez kilkaset tysięcy osób, 280 000 osób, które żądały od liderów Unii Europejskiej zmiany polityki w stosunku do osób poszukujących ochrony międzynarodowej i przedostających się przez południowe granice Unii Europejskiej do Unii. Ponadto Amnesty robiła co mogła, czyli też pojawiały się perswazyjne historie jednostek, czyli takie symboliczne historie, w których opisywano przypadki pojedynczych osób, co się z nimi działo, kim one są. Te osoby dawały jako twarz tym wydarzeniom. W efekcie plus tworzono kampanie różnego rodzaju już konkretne, które miały za zadanie także znowu osobiste powiązanie tych liczb, tych statystyk, które były przecież ogromne, z twarzami konkretnych osób i przekonywanie, że to tak nie może być, że są standardy pewne określone, których nikt nie przestrzega. Plus Amnesty International też opracowywała raporty eksperckie, w ramach których pojawiały się także propozycje alternatywnych rozwiązań, problemów, z jakimi się państwa Unii Europejskiej czy też Australia spotykały i stosowana była strategia naming and shaming, czyli wskazywania obszarów łamania praw człowieka i łamania standardów oraz norm i piętnowania właśnie tego łamania. Jak to się przekłada na model? Otóż okazało się, że rzeczywiście poziom informowania, wywieranie wpływu oraz także intencjonalne oddziaływanie na procedury, zmiana procedur, przyjęcie nowych procedur, które by były dostosowane do sytuacji wraz z tak, żeby były uwzględnione właśnie te obszary już reprezentowane przez Amnesty, występowało. Jeżeli chodzi o poziom 4 i poziom 5, czyli zmianę polityki państw w obszarze polityki migracyjnej oraz zmiana zachowania państw w obszarze polityki migracyjnej, myśmy stwierdziły, że tutaj nie jesteśmy w stanie określić, czy rzeczywiście aktywność sieci transnarodowej, której liderem jest Amnesty, jest w stanie cokolwiek zrobić, dlatego że to są długoterminowe działania. To wymaga dużego czasu. W krótkim czasie tutaj nie możemy tego określić, tym bardziej, że pojawiały się w ogóle, tutaj poprzedniczka użyła określenia kontrwładza, że właśnie organizacje pozarządowe czy aktorzy transnarodowi i władze państwowe są w jakimś takim klinczu kontrze działaniu właśnie w obszarze humanitarnym. I tutaj się rzeczywiście nam pojawiało przykład jeden, Włochy, które w lipcu 2017 roku wprowadziły kodeks postępowania dla organizacji pozarządowych, jak one się mają zachowywać w przypadku akcji ratunkowych na Morzu Śródziemnym, które bardzo wyraźnie ograniczało możliwości dla organizacjom pozarządowym udzielania takiej pomocy. I trzeba pamiętać równocześnie, że jeżeli popatrzymy na dane statystyczne, no to w 2017 roku włoskie służby graniczne uratowały na morzu około 10 000 osób, a statki, łodzie, jednostki, które były organizacji pozarządowych, około 12 000 osób. Tak więc to mówimy tutaj o
takich liczbach i podobnych, a wręcz przekraczających w przypadku organizacji pozarządowych i zakaz właśnie kraju pojedynczego, dziękuję, na ograniczające możliwości takiego swobody. Równocześnie retoryka, tak? Mamy nie doprowadzać do sytuacji, w której ludzie giną na morzu. Ograniczanie sytuacji śmiertelnych. Skrótowo, ponieważ czas biegnie, doszłyśmy do następujących wniosków, nakładając modele teoretyczne, takie jakie miałyśmy najlepsze, na sytuację konkretną, empiryczną, którą zostałyśmy, że oddziaływanie aktorów pozapaństwowych, nawet takich dużych, tak znanych jak Amnesty International, będących liderem sieci transnarodowych, Amnesty współpracowało i z Oxfam i z innymi organizacjami humanitarnymi w tym obszarze, na państwowe polityki imigracyjne jest tak naprawdę ograniczone. Dlaczego? Ponieważ mamy sytuację unikania trochę takiego jasnego postawienia sprawy. Państwa realizując swoje polityki imigracyjne wysyłają informacje w świat, że one przestrzegają zasad tych wcześniej ustanowionych, do których odwołuje się właśnie Amnesty International. Więc trochę jest sytuacja, o co wam chodzi, przecież my wszystko robimy jak należy. Tak więc ta polityka kontroli odpowiedzialności jest takim rzeczywiście znaczącym obszarem aktywności Amnesty wobec państw, a państwa się bronią, mówiąc, że przecież nic się nie dzieje. Różne takie te games, które się pojawiają, typu nieprzyjmowanie wniosków od uchodźców o przyznanie asylum seekers, którzy nie mogą złożyć wniosków na przykład o przyznanie ochrony. Państwa, stąd też Australię czy państwa Unii Europejskiej, to są członkowie właśnie tego Zachodu, którzy są właśnie państwami demokratycznymi, przestrzegającymi praw człowieka, to podkreślają. No i w związku z tym nie ma na co się powołać, nie ma jak zganić tychże państw. Nie chcą robić inne państwa również tego. Dlaczego? No bo same się boją, że będą miały problemy niedługo z imigracją i nie chcą piętnować zachowań tych nieodpowiednich. Robią to właśnie aktorzy transnarodowi. No i w krótkim okresie możliwości oddziaływania na aktorów jest przede wszystkim na poziomie informowania, zbierania danych, perswadowania, wpływania na ustalanie i przestrzeganie procedur. I bumerang nie działa, gdy nie ma zgodnego z proponowanym modelem zewnętrznego wsparcia. Czyli jeżeli otoczenie rzeczywiście nie chce przyjąć do wiadomości przypadków łamania prawa i to w tym momencie mamy strategię uniku i znikają możliwości takiego rzeczywistego wpływu. Dziękuję bardzo.